Contre-culture de l'émotion et surenchère, le féminicide envahit l'espace public. Loin de protéger les femmes, cette nouvelle marotte médiatico-politique met une nouvelle fois en exergue les contradictions féministes. Elle est vendue depuis des années comme la solution pour arrêter le tabac. La cigarette électronique est à présent dans le viseur de certaines autorités sanitaires. Plusieurs États ont interdit sa commercialisation, des États figurant parmi les plus grands producteurs de tabac. Chaque année, des centaines de milliers d'Africains tentent de rejoindre l'Europe. Parmi eux, de nombreux Nigérians qui restent taqués en Libye dans des conditions déplorables. Les plus chanceux rentrent chez eux mais sont ruinés et parfois même brisés. Madame, Monsieur, bonsoir. Le féminicide, nouvelle marotte sociétale, alors que le ministre Schiappa a lancé au début du mois un Grenelle sur les violences faites aux femmes. L'agitation médiatique, politique et associative autour du phénomène se poursuit sans résultat. Mise en scène au poil, collage d'affiches dans des quartiers pas franchement dangereux et pas très tard dans la nuit. Le risque d'arrestation étant très limité pour ce genre d'agape parisienne. Des féministes se livrent depuis plusieurs semaines à des collages sauvages pour dénoncer le féminicide. Le profil des colleuses, citadines, filles de CSP+, dotées de références culturelles aussi mièvres que communes, avec toujours un bon goût de propagande sur les lèvres. Donc là, c'est aux femmes assassinées. Ça fait référence en fait à la phrase qu'il y a au Panthéon aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et du coup, l'idée, c'est vraiment à la fois d'inscrire des messages, c'est une vraie démarche d'éducation populaire, inscrire des messages pour informer le public du sujet et aussi coller des noms de femmes en fait, qui ont été assassinées pour que la rue porte leur mémoire. Un mode d'action pas franchement novateur, mais qui a le mérite de la visibilité. Mais au-delà du banal mais efficace mode opératoire, ce qui frappe surtout, c'est la naïveté des petites colleuses. Si les femmes se sentent concernées, n'importe quelle femme de n'importe quel âge, de n'importe quel milieu se sentent concernées par la question, il est beaucoup plus facile qu'on le croit de se rapprocher via les réseaux sociaux d'activistes et ensuite de pouvoir s'intégrer, même quand on vient tout seul. N'importe quelle femme de n'importe quel milieu, certainement pas, visiblement peu consciente de la vie de nombreuses femmes en banlieue notamment, et du désintérêt que leur portent nombre de leurs semblables. Ces petites militantes du dimanche se sont emparées de la nouvelle marotte des féministes, le féminicide, un concept qui trouverait son origine au XIXe siècle et qu'aurait popularisé, toute proportion gardée, le sociologue féministe extrémiste sud-africaine Diana Russell au début des années 80. Aujourd'hui, la notion fait d'ailleurs l'objet d'une définition par l'Organisation mondiale de la santé qui, en gros, définit le concept comme un homicide volontaire contre une femme en raison de son sexe. La définition n'écarte cependant pas qu'une femme puisse aussi commettre un féminicide, ce qui échappe d'ailleurs souvent aux féministes. Depuis plusieurs mois, ce concept a le vent en poupe en France et pas une semaine ne se passe sans que le décompte macabre de femmes mortes ne soit affiché. Cette semaine, les compteurs féministes affichaient très précisément 107 femmes tuées, un phénomène de violence et de crime réel, mais complètement instrumentalisé par des groupuscules féministes et des idéologues qui semblent, à force de provocation et d'amalgame, desservir une fois de plus leur cause. Au-delà du féminicide, les tenants du concept entendent surtout s'attaquer à ce qu'ils nomment le patriarcat, avec toujours en toile de fond des contradictions terribles. Ainsi, les nouvelles générations du féminisme peinent à se positionner vis-à-vis du caractère relativement peu tolérant à leur égard de certains groupes de population. L'ancienne féminine à la manœuvre dans le collage d'affiches parisien, Marguerite Stern, avait par exemple fait la promotion de l'immigration à Calais, où elle avait témoigné d'une romance avec un clandestin, oubliant d'évoquer les viols qui ont lieu au même endroit, une défense des femmes qui est donc susceptible d'exception. Outre ces contradictions et les confusions idéologiques inhérentes au féminisme, le concept du féminicide donne également lieu à une récupération politique macabre. Et à ce petit jeu, Valérie Pécresse, président LR de la région Île-de-France, a apporté sa pierre à l'édifice, proposant tout bonnement d'inscrire la notion au code pénal, un vœu qui constitue une absurdité juridique en contradiction totale avec les principes du droit français. Côté gouvernement, on n'est pas en reste avec l'iconique Marlène Schiappa et son fameux Grenelle des violences faites aux femmes, une espèce de forum d'échange entre spécialistes de la politique et spécialistes de l'associatif du 3 septembre au 25 novembre et qui permet à tout ce petit monde d'exister, de communiquer et de vivre. Plus généralement, l'apparition parasitaire du terme féminicide s'inscrit très naturellement dans une compétition victimaire dans laquelle chaque groupe est appelé à faire valoir ses supposés droits
dans un contexte d'incontinence parlementaire en la matière visant à légiférer sur tout. Des gesticulations médiatiques, politiques, associatives et bientôt législatives qui n'empêcheront pas les drames que constituent les crimes conjugaux, de quelque nature qu'ils soient, d'exister. Épaisse fumée autour de la cigarette électronique. Depuis plusieurs semaines, l'appareil présenté comme le substitut 2.0 du tabac est dans le viseur des autorités sanitaires de plusieurs pays où sa vente a été interdite. Thibaut Bastide. L'industrie de la cigarette électronique tousse, habituellement présentée comme une alternative préférable à la cigarette. Le vapotage suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations sanitaires. En effet, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer des effets néfastes sur la santé. Les doutes qui entourent le vapotage concernent avant tout les adolescents, cible prioritaire d'un marketing agressif et créatif des fabricants. Ainsi, certains États, et pas des moindres, ont accéléré le pas en interdisant son usage. Mardi, l'État de New York et ses 20 millions d'habitants est devenu le second État nord-américain après le Michigan à interdire la commercialisation des cigarettes électroniques aromatisées. Depuis cet été, la pratique est montrée du doigt aux États-Unis en raison de son succès auprès des jeunes. What I think about juice, it's really addictive. Because now you have a possibility to smoke everywhere. You can smoke in the bathroom, you home, you're waking up, you have like reflection, oh, let me smoke because I can. So that's kind of like addictive in a sense more than cigarettes, that's what I think. À ce propos, le gouvernement de Donald Trump envisage une interdiction fédérale de la commercialisation des cigarettes électroniques, alors que les autorités sont confrontées à ce qui s'apparente désormais à une crise sanitaire. Plus de 380 personnes ont présenté récemment de sérieux problèmes pulmonaires après avoir vapoté et 7 en sont mortes selon les derniers chiffres du Centre de contrôle des maladies. Dans la foulée, l'Inde a également annoncé l'interdiction des cigarettes électroniques dans le pays de 1,3 milliard d'habitants au nom d'impératifs sanitaires et de la lutte contre les addictions. L'Inde étant le deuxième plus grand consommateur au monde de produits du tabac. Près de 275 millions d'Indiens de plus de 15 ans, soit 35% de sa population adulte en consomment. Une décision qui laisse songeur quant aux réelles motivations des autorités indiennes. En effet, derrière les motivations sanitaires se cache en réalité une intention politico-économique. Et pour cause, l'Inde est le troisième producteur mondial de tabac derrière la Chine et le Brésil, mais devant les États-Unis et ses cultivateurs représentent un électorat clé pour les partis politiques. Concernant les chiffres, l'Inde a exporté pour près d'1 milliard de dollars de tabac vers une centaine de pays en 2017-2018 et le gouvernement possède aussi des parts substantielles directement ou indirectement dans des entreprises du monde du tabac comme ITC, l'un des plus gros cigarettiers du pays. Un point qui n'a pas échappé à l'association des vapoteurs d'Inde qui a accusé le gouvernement de sembler plus soucieux de protéger l'industrie de la cigarette que d'améliorer la santé publique. Plus largement, les pays en pointe dans la lutte contre la vapoteuse semblent naturellement être les pays producteurs de tabac. Ainsi, outre les États-Unis et l'Inde qui se cachent derrière des raisons sanitaires, d'autres pays devraient suivre, comme la Chine, le Brésil ou encore l'Indonésie. Face à cette levée de bouclier, les autorités sanitaires françaises se sont à leur tour emparées du sujet. L'agence Santé publique France serait en train de se doter d'un outil d'alerte pour recenser les cas d'intoxication présumés, en collaboration avec des pneumologues et des anesthésistes réanimateurs. Pour l'heure, aucun cas de décès ou de maladie grave liée à l'usage de la cigarette électronique n'aurait été recensé dans le pays. L'immigration, un drame à plusieurs facettes. Si l'on ne compte plus les crimes commis sur le sol européen par des clandestins et les nombres de migrants morts en mer, un autre drame de l'immigration se déroule au nord de l'Afrique, en Libye, lieu de transit pour de nombreux Africains candidats à l'immigration. Là-bas, les candidats sont bien souvent traités comme des esclaves. Parmi eux, 14 000 Nigérians ont eu la chance de pouvoir retourner sur leur terre après avoir souvent vécu un véritable enfer. Gloria rêvait d'une carrière dans la mode à l'étranger. Aujourd'hui, elle travaille dans cet atelier de survêtements synthétiques. Depuis son retour à Benin City, elle coud à la chaîne pour 40 $ par mois. Comme de nombreux Nigérians qui ont tenté de fuir la misère, le voyage de Gloria s'est arrêté en Libye sur le chemin de l'Europe. Mon père pensait que si je partais, je pourrais venir en aide à la famille. Donc quand je suis revenue, je n'ai raconté qu'à lui tout ce que j'ai vécu. Quand les autres me demanderont, je ne le raconterai pas. Comme elle, 14 000 jeunes Nigérians sans éducation et bloqués en Libye sont rentrés au pays depuis 2017 grâce à un programme des Nations Unies. L'État d'Edo
leur met à disposition une allocation d'une centaine d'euros environ. Pour tenter de se réinsérer, ils suivent un programme de formation. C'est une priorité pour nous de donner aux rapatriés et aux jeunes, qui sont pour certains des migrants, des emplois et des opportunités qui les intéressent. Des choses qu'ils aimeraient faire, mais pas seulement. Nous ne voulons pas seulement qu'ils soient embauchés, mais aussi qu'ils évoluent. Au Nigeria, 55% des moins de 35 ans n'ont pas d'emploi. C'est le cas de Tike, qui a tenté de rejoindre l'Europe en 2017. Malgré une formation de boucher, il est au chômage depuis son retour. C'est dans ce minuscule de pièces qu'il doit vivre avec sa femme et sa fille. Quand j'étais en Libye, je me disais « il faut que tu survives » et c'était difficile. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais si j'ai pu survivre 4 jours dans le désert sans manger, alors je peux jeûner dans mon pays pendant 1 mois. Je suis mieux ici. Plus de 60 000 Nigérians sont toujours bloqués en Libye. La grande majorité d'entre eux sont dans des centres de rétention ou entre les mains des mafias et des milices locales. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Justin Trudeau n'en finit plus de s'excuser. En déplacement à Winnipeg, au Manitoba, Justin Trudeau, candidat libéral progressiste à sa propre succession à l'occasion des élections législatives canadiennes, a présenté ses excuses pour la 2e fois en 24 heures après la publication de photos le montrant déguisé, le visage grimé en noir, puis d'une vidéo sur laquelle il apparaît aussi maquillé en noir. La polémique a débuté mercredi soir lorsque le magazine Time a publié une photo datant de 2001 montrant un jeune Justin Trudeau déguisé en Aladdin, le visage grimé en noir lors d'un gala dont le thème était les 1001 nuits. Les feux de l'amour, sauce tunisienne. Mercredi, une nouvelle demande de libération de l'homme d'affaires Nabil Karoui, qualifié pour le second tour de la présidentielle en Tunisie, a été rejetée. Le juge a refusé de statuer, se déclarant incompétent. Nabil Karoui, arrêté le 23 août dernier, est poursuivi pour blanchiment d'argent et fraude fiscale. Le second tour de la présidentielle pourrait être organisé le 6 octobre, soit le même jour que les législatives, ou le 13 octobre. D'ailleurs, la Tunisie n'en finit plus de faire l'actualité puisque dans le même temps, son ancien président Ben Ali est mort jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite. Celui qui avait dû fuir lors des printemps arabes a succombé à un cancer des poumons à l'âge de 83 ans. Une 22e condamnation pour Alain Soral. Cette fois, l'affaire concerne un clip de rap qui a été partagé sur la page internet Égalité et Réconciliation. L'essayiste a été condamné à 24 mois de prison, dont 18 fermes, ainsi qu'à une amende de 45 000 € jeudi. Un sacré 2 poids 2 mesures par rapport à des rappeurs comme Nick Conrad, condamné lui à une peine de 5 000 € d'amende avec sursis pour sa chansonnette Pendez les Blancs, qui est tout bonnement un appel à tuer des Blancs et des bébés blancs. Un robot sexuel programmé pour être violé. Une entreprise américaine fait scandale après avoir mis au point un nouveau modèle qui résiste aux avances de son propriétaire et simule une situation de viol. Baptisée Roxy, cette version vendue 8 600 € est pourvue de 5 personnalités différentes. Parmi les programmations, celle d'une jeune fille d'à peine 18 ans. Des innovations pour le moins douteuses faisant la part belle au viol. L'entreprise de son côté a indiqué qu'il s'agissait juste d'une aide pour permettre aux femmes comme aux hommes de faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Deuxième album posthume de Johnny Hallyday, intitulé sobrement Johnny. Cet album réunira 12 chansons emblématiques du rocker, comme Vivre pour le meilleur, Quelque chose de Tennessee ou encore Que je t'aime. Le projet a été mené dans le plus grand des secrets depuis plusieurs mois et sortira le 25 octobre prochain. Seulement 100 000 exemplaires seront disponibles en magasin lors de sa sortie. Jean-Paul Belmondo a perdu son complice. Jeudi, l'acteur fétiche de Claude Lelouch, Charles Gérard, est décédé à l'âge de 96 ans. Reconnaissable à son nez cassé par Jean-Paul Belmondo lors de leur première rencontre sur un ring de boxe en 1948. Charles Gérard, de son vrai nom Gérard Adjemian, avait d'abord été réalisateur dans les années 60 avant de devenir acteur dans les années 70 et notamment dans Le Voyou. Et
voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une. Jean-Luc Mélenchon. Ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités vous parlent Union européenne, élus corrompus et réforme des retraites. Il est évident qu'on peut s'interroger aussi quant au hasard de calendrier sur l'affaire Fillon, donc qui est sortie en pleine présidentielle, et dont le procès aura lieu quelques semaines avant les municipales. Énorme. Donc, hasard du calendrier ou pas. Quant au Rassemblement national, moi, monsieur Cauchy, je trouve un peu facile que vous vouliez tout de suite qu'ils démissionnent de leurs fonctions. J'ai dit se mettre en retrait. Se mettre en retrait, oui, parce qu'en fait, c'est peut-être le seul moyen que vous avez d'exister un petit peu sur les positions souverainistes s'il n'y a plus d'élus Rassemblement national. Donc je trouve que c'est un petit peu bas votre attaque. Dimanche midi, retrouvez le samedi politique à quelques jours de la grande manifestation du 6 octobre à Paris contre le projet de loi de bioéthique et l'élargissement de la PMA. Ludovine de la Rochère, la présidente de la Manif pour tous, revient sur les grands enjeux du texte. Il y a des risques, comme le disait le docteur Henriot-Caude, pour la santé de la mère, pour la naissance et risque de santé pour toute la vie de l'enfant. Il y a certains handicaps mentaux qui sont plus répandus chez les enfants nés d'une PMA. Il y a un problème de stérilité plus répandu pour les petits garçons nés de PMA, etc. Et ça n'est pas dit. Quand il n'y a plus de projet parental au bout de 5 ans, avant, ces embryons étaient détruits. Et maintenant, on propose au couple s'il veut détruire ces embryons ou s'il veut les donner à la recherche. Ça, c'est assez récent. Et là, le projet de loi de bioéthique ouvrirait une troisième possibilité. Le couple pourrait dire aussi, nous sommes d'accord pour que les cellules embryonnaires de leur embryon soient utilisées, et je cite, pour des médicaments de thérapie innovantes. Donc, la PMA pourrait conduire à faire de l'embryon humain un médicament. C'est juste stupéfiant. Dimanche, Jean-Pierre Vaugendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré aux 13 nouveaux cardinaux de l'évêque de Rome. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. C'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Vous savez, au village, nous avons ce Léon, ce mystique un peu voyant, un peu guérisseur, pianiste de génie, qui ne joue d'ailleurs plus beaucoup, et qu'on n'a pas vu de tout l'été. Et de temps à autre, après ce genre de disparition temporaire, on apprend qu'il a passé un mois dans un couvent, en retraite spirituelle, et puis il revient pour nous dire des choses toujours un peu incongrues, mais qui font quand même réfléchir. Et la dernière en date, c'est à propos de la visite de Trump en France pendant l'été. Il a dit, notre ami Léon, que les États-Unis étaient devenus une force d'oppression planétaire. Et lui, il s'est pas lancé dans de grandes considérations du fond de sa cuisine. Il n'a pas fait un cours de géopolitique et d'économie. Il s'est contenté simplement de rappeler que dès que la puissance américaine a quelque chose à reprocher à quelqu'un désormais sur la planète, elle s'arrange pour essayer de l'étouffer, pour faire extrader les personnes, pour faire couler les sociétés, pour asphyxier les États, comme ça, à distance, en faisant le vide autour de la personne physique ou morale qu'elle juge contraire à ses intérêts, et du coup, m'a-t-il dit, ça rompt un équilibre naturel, et comme à chaque fois qu'un équilibre naturel est rompu par un comportement prédateur, aberrant, comme pour les dinosaures par exemple, eh bien la nature corrige le déséquilibre. Il m'a donc dit avec un sourire, vous remarquerez que je ne dis pas la providence divine, je dis la nature. Mais dans mon esprit, évidemment, c'est pareil. Et comment fait-elle, nous dit-il, la nature pour corriger ce genre de déséquilibre? Alors là, il a répondu sans la moindre hésitation, eh bien, elle met à genoux l'auteur du déséquilibre,
Ben justement, j'ai objecté. Vous venez de nous dire qu'il y avait, et puis il y avait aussi Gustave le bouquiniste derrière moi, à côté de moi, vous venez de nous dire que c'est lui, Trump, qui met tout le monde à genoux. C'est pourquoi je parle de la nature. Il va se produire quelque chose chez eux qui va les terrasser comme les dinosaures qu'ils sont devenus. Alors j'ai demandé quoi? Un attentat? Cette conversation, d'ailleurs, nous la tenions le 11 septembre. Non, il me dit pas un attentat, mais une catastrophe naturelle. Et là, vous avez tendance à regarder attentivement le visage de celui qui parle pour essayer de deviner d'où lui vient cette assurance et s'il est vraiment devin ou s'il joue la comédie. Mais dans le cas de Léon, quand il affirme une chose, c'est sans aucune espèce de frime, de prétention. Il placeronne pas en disant « je vais vous en annoncer une bonne ». Non, il dit des choses de manière très modeste, un peu navrée, comme s'il n'était pas responsable de ce qu'il annonce. Et ce qu'il annonçait ce jour-là, c'était qu'un événement majeur du genre tremblement de terre allait affecter le territoire américain dans des proportions inédites, jamais vues, et que pendant 10 ans au moins, cette puissance devenue tentaculaire, oppressive pour le reste de la planète, allait devoir régler d'énormes problèmes internes et assurer sa propre défense pour de bon, parce que la nature avait besoin de rabaisser son orgueil qui était devenu un danger pour tout le monde. Du coup, ça changerait tout, nous a-t-il dit, pour l'équilibre du monde, forcément. Sans ce garde-chiourme permanent international, tout allait dégénérer très rapidement. Le chat ne sera plus là et les souris vont se mettre à danser. Il ne voulait pas entrer dans les détails, mais il nous a clairement dit que l'oppresseur avait créé un semblant d'ordre autour de lui pendant 50 ans et que cet ordre allait disparaître extrêmement vite. Et que même dans les esprits, le modèle américain ne serait plus jamais celui de l'abondance, de l'insouciance, de l'Eldorado, mais celui de la guerre contre les éléments déchaînés de la nature et contre la barbarie entre les hommes qu'elle déclenche. Alors dit comme ça, évidemment, sur un ton très calme, un peu navré, un peu timide, sachant les antécédents de devin du bonhomme Léon, ça nous a impressionné, Gustave et moi, et Gustave a conclu de manière parodique, il est sympa ton copain, il faudra le réinviter. En attendant, je vais aller vendre, m'a-t-il dit, mon action Apple. Oui, parce qu'il avait une action Apple, achetée en 1987, figurez-vous. Mais je vous raconterai ça une autre fois, demain par exemple. Abonnez-vous, merci et à demain. Pour paraphraser le grand Gambetta, je dirais « le souverainisme, voilà l'ennemi ». Voilà l'une des dernières marottes du pape François, qui s'est déclaré dans le courant de l'été. Le souverainisme serait le mal du siècle, le fauteur de guerre, un pilier du nazisme, un relent nauséabond des heures les plus sombres de notre histoire. J'en tremble de tous mes membres apeurés. Comme le souverain pontife n'en est pas à une contradiction près. Il rappelle, par la même occasion, que l'Europe a des racines chrétiennes et que l'identité ne se négocie pas. On ne va certes pas le contredire sur ces deux points, mais précisément, le principe de la souveraineté, ce que défend justement le souverainisme, n'est-il pas ce qui permet la conservation, la préservation de cette identité? Et en précisant les contours, qui sont aussi des limites créatrices. À la vindicte publique, le mot de souverainisme est donc jeté, et cela est bien maladroit, surtout de la part du chef d'un petit État, le Vatican. On ne peut plus souverain et souverainiste. Et puis cela me rend triste, moi qui suis plutôt souverainiste, je dois l'avouer, de me voir qualifié de nasillon en puissance. Je crois que je vais finalement verser de grosses larmes. Bon, petite leçon d'histoire, un petit retour s'impose. La question de la souveraineté du pape ne s'est-elle pas posée avec une douloureuse acuité pour le chef de l'Église catholique, apostolique et romaine, à l'heure du grand chambardement européen que fut la Révolution de 1848 et la construction de l'unité italienne? À cette époque, le pape perd son pouvoir temporel en perdant les États de l'Église.
À cette époque, il court le risque de se diluer, de se noyer dans les États modernes en pleine construction, de perdre sa liberté de pensée, de parole et d'action. Cela s'est appelé la question romaine et cela a empoisonné les relations internationales pendant presque un siècle avant qu'une solution soit trouvée avec la signature des accords de Latran en 1929. Ces accords ont eu l'immense mérite de reconnaître l'existence souveraine et indépendante d'un État du Vatican, condition indispensable à la libre existence du pape et au rayonnement de son magistère moral et spirituel. Le souverainisme, c'est bien. On ne peut pas vivre sans, et l'histoire de l'Église nous a bien prouvé que ce souverainisme était essentiel. François veut l'ouverture totale du territoire du Vatican, suivi très probablement par l'installation de centaines de migrants sur la place Saint-Pierre. Eh bien, s'il le veut, qu'il le dise clairement, et voyons ce qu'il en ressortira. Car l'ouverture totale pour les autres, mais pas pour soi, ça n'est pas bien du tout. François, il faudra vous en confesser. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.